Allez, on est de retour pour une nouvelle émission du Fréquence Sport, comme tous les mardis 21h, 22h. Pour vous parler aujourd'hui, on va faire un gros débat autour des performances des clubs français en Coupe d'Europe, puisque bon, c'est pas Jojo avec Saint-Etienne et Rennes quasiment éliminés de la Ligue Europa. Les Rennais même, c'est déjà fait. On aura aussi pas mal de petits coups de projecteur tout à l'heure, mais d'abord l'équipe avec Tom au son comme tous les mardis. Comme toujours. Hein. Comme toujours. Alors on a une nouveauté, c'est Léo Vessière qui cette fois n'est pas autour de la table, il est autour de la caméra, il est juste derrière la caméra, on l'embrasse, voilà, il vous fait un pouce si jamais vous regardez la vidéo. On a aussi, alors c'est une légende, hein. Bon il est fan du Barça mais il aime quand même regarder les finales de Ligue des Champions, c'est Adrien Salle. Salut Mathis, ça va? Ouais. Oui bah ça va très bien, hein, en tant que champion d'Europe. Alors lui, il a passé le week-end à Gérone, pourtant c'est pas Valladolid, c'est Cédric Bernard. Joli, je ne peux qu'applaudir. Bonsoir à tous, bonsoir Mathis. Alors lui, il a passé la semaine dernière, il était pas disponible puisqu'il était à Lyon-Benfica et pourtant il m'a dit que le Groupama Stadium ça valait quand même pas l'Orange Vélodrome. C'est Antonin Védrine. Et bonsoir à tous, très heureux d'être là malgré la nouvelle défaite de l'Olympique Lyonnais dimanche dernier. De l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais comme dirait Julien Cazard. Et donc lui, chaque nuit il enchaîne 10 matchs NBA mais pourtant il trouve le temps de twerker sur Duval. C'est Charlie Génard. Salut ça va Charlie? Ça va, tu nous feras donc tout à l'heure comme d'hab ta petite chronique NBA avec ce soir. J'ai cru un twerk. Écoutez, si vous avez des millions à nous le demander, il twerkera. Non, mais donc ta chronique NBA avec surtout Tipeee ce soir. Ouais, on parlera à Tony Parker. Ouais, parce que son maillot est retiré, le maillot numéro 9 des Spurs. À côté de ça, Adrien aura un coup de gueule sur la VAR en général, puisqu'il peut plus blairer la VAR. C'est ça. Cédric a un coup de gueule ou coup de cœur. Il ne veut pas nous dire, donc c'est le coup de projecteur mystère du Cédric. C'est génial. Alors. Bon, je vais pas dire mon coup de cœur ou mon coup de gueule parce que je veux attendre le tien. Tu vois, donc vous en aurez aussi un de ma part. Même moi, je ne sais pas si c'est un coup de gueule ou un coup de cœur. Je ne sais même pas s'il existe. C'est pour vous dire. Ce mec est un mystère. Mais en attendant, on va faire la chronique régionale Cédric et Adrien. Vas-y, jingle top. Ah, il est bon. Allez, on démarre avec Tom. Avec Adrien. Merci Tom. Et on commence cette chronique toujours avec le Clermont Foot, donc qui est toujours aussi à l'aise à l'extérieur, donc qui se sont imposés face à Chambly 1-0. Un match assez poussif, mais Clermont a été quand même dominant face à Chambly. À savoir que les Auvergnats ont décroché la 200e victoire de l'histoire du club en Ligue 2, donc à l'extérieur. Et c'est leur cinquième victoire à l'extérieur cette saison, donc on espère que ça va continuer. Et le prochain match, c'est face à l'AC Ajaccio. Est-ce que tu crois que c'est pour ça que le Gabriel Montpied les a sifflés pour qu'ils croient qu'ils soient à l'extérieur et qu'ils gagnent? C'est une bonne question, Mais bon, il aurait mieux fallu siffler en début de match et non pas à la fin. Ouais, tu penses, ouais. Ils se sont ratés. Mauvais timing. Ensuite, avec du volley de Chamalières, une belle opération. Donc les Panthères qui se sont imposés une nouvelle fois à Albi contre France Avenir 3-7-0. Donc une victoire qui fait du bien au moral. Le prochain match va être beaucoup plus compliqué. C'est à domicile face à Saint-Raphaël. Donc là, c'est un très gros morceau. Ouais. Donc on va voir si on peut espérer une victoire ou non. C'est bien de prendre confiance sur France Avenir comme ça. Ouais, ça lance. Ouais, à toi Ced. Et du coup, nous, on va continuer avec du rugby. Bon, même si triste mine pour les clubs auvergnats ce week-end, avec la défaite notamment de l'ASM. On y reviendra peut-être. Pardon ? On y reviendra peut-être. Ouais, on y reviendra peut-être, ouais. Donc 34-8 à Toulouse. Donc il n'y a pas eu photo. Les Toulousains qui ont joué leur plus beau rugby depuis le début de la saison, qui ont vraiment été auteurs d'un gros match. Comme quoi on les motive, nous. Pardon ? Comme quoi on les motive. On les motive. Je crois qu'ils aiment pas le jaune. Dès qu'ils voient du jaune, ils se mettent à bien jouer et c'est fini, ils lancent leur saison là-dessus. Donc nous, Clermont, l'ASM est 6ème pour l'instant de la saison et Toulouse 8ème. Donc ils remontent un petit peu, Toulouse ça leur fait du bien cette grosse victoire et je pense que comme je le disais ça peut vraiment lancer leur saison. À savoir que le top 14 va faire une trêve puisqu'il va laisser place à la Coupe d'Europe dès la semaine prochaine. Les Clermontois qui recevront les Harlequins donc le 16 novembre. C'est ça les Harlequins, on les connaît bien. Donc jusqu'au 15 décembre et après la reprise ça sera face à Toulon. Donc un autre gros morceau puisque Toulon est actuellement devant nous 5ème. Et on joue pendant les trêves, pendant les fêtes. C'est ça, c'est le Boxing Day, le fameux. Le famoso. Donc du coup toujours en rugby et là c'est pas bon, je vous l'annonce, pas bon du tout même avec la Fédérale 1 et Issoire, donc en déplacement à Mâcon qui a perdu grosse défaite une nouvelle fois, 46-12, 11ème avec 9 points du 8ème, avec 9 points de retard sur le 8ème pardon. Et sur le 10ème pardon, ils sont 11ème avec 9 points de retard sur le 10ème. Pardon, je vais y arriver. Sur le 10ème, donc c'est vraiment une situation critique.
Pardon. Le 10e est non relégable, c'est ça? C'est ça. Donc D'accord. ils commencent à avoir Ça beaucoup de commence à être retard. dur. Ouais. Et prochain match avec la réception de Bonn. Donc j'espère que ils feront une bonne performance. Oh, Et que ça va être la bonne. Donc et que ça sera la on a bonne. des génies quand même. Exactement. Et on n'est pas. Non, mais vous êtes payé cher, mais ça le vaut. Faire pour rien. Donc Fédéral 2 et victoire, défaite de Cournon. Des pronostics. Moi, je tends la victoire. Victoire aussi. Ça sera la défaite pour moi. Et c'est la défaite malheureusement une nouvelle fois. Donc de mon club malheureusement. Donc 29-36 face à Malmort. C'était à domicile en plus pour les Cournonnais. Donc très très compliqué une nouvelle fois. Victoire pour Vichy face à Tulle 37-6. Donc là il n'y a pas eu photo pour le coup. Les Vichysois qui se remettent vraiment bien en route. Au classement, Cournon reste à la 11e place et Vichy à la 8e place. Donc prochaine journée, Cournon se déplacera à Sarlat et Vichy à Clémentine, ça, là. à Belvès. On embrasse. Clémentine, oui, si tu nous écoutes. Adrien? Et ensuite, donc avec les Sangliers Arverne, donc qui renouent enfin avec la victoire après une petite série de défaites, donc qui se sont imposés en terre cholétaise. Donc ils étaient menés 1-0 pendant une bonne partie du match et ben ils ont su s'accrocher pour l'emporter 4-2. Donc c'est bon signe, sachant que là ils avaient enchaîné pas mal de défaites au tir au but, donc c'était un peu frustrant. Mais là, l'apprentissage du plus haut niveau. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent. Et pour le moment, ils sont bien partis pour se maintenir, donc c'est essentiel. Et donc le prochain match, c'est à domicile face à Strasbourg. Et ensuite, donc le handball des filles. Donc pour finir la mi-saison à domicile, c'est une défaite 37 à 33 donc pour les Volcaniques face au co-leader donc qui était le club Celles-sur-Belle. Donc là, elles vont avoir droit à une pause bien méritée, sachant que là, ça va être la trêve et elles vont revenir à domicile en janvier. D'accord, c'est bon Cédric ou On est bon, on est bon. Moi, on est bon. J'écoutais Un petit attentivement. jingle, Tom? Non, passer mais au dé- non, on est bon. on est- Je disais pour que je continue avec le basket. Ah mais d'accord. Tu ne veux pas oublier nos amis de la Jave, quand même. Excusez-moi. Attends, soyons complets. Donc la Jave qui restait sur une victoire face à Grise Oberhofen, donc 85-76, et qui ont renouvelé du coup cette belle performance au Paris Basket à Paris, donc 90-93, donc très courte victoire, mais victoire qui fait du bien, sachant que la Jave est maintenant premier ex aequo, donc sachant que les 5 premiers sont premiers avec 12 points, donc ça va être très serré tout au long de la saison cette Pro B. Comme d'hab en basket. C'est ça, exactement, vu que les victoires ne rapportent qu'une victoire, vu qu'il n'y a pas de points. Non, mais qu'il y a beaucoup d'équipes et que voilà. Et du coup, là, on est bon. On est bon. On peut passer maintenant. Eh ben, on va passer au débat, Tom. C'est ça. On a un jingle de ouf. Le jingle est déjà passé. C'était le jingle de ouf. Donc, aujourd'hui. Il est pas beau ce jingle, franchement. Alors, on a mis 8 ans à le pondre. Donc, jingle. Et pour parler football, messieurs. Il y a Cédric qui prend fou rire. Pour parler football, pourquoi pourquoi je vous explique, parce qu'on m'annonce ce matin un jingle de folie. Attends, j'ai pas dit qu'il y avait que pour ça. Et le jingle, c'est ting ting ting. Ok, génial. Et on évolue. Ça nous a coûté 4000 boules. Donc, le débat autour des performances des clubs français en football. Si vous avez bien suivi l'actualité la semaine dernière, vous avez suivi la défaite lilloise, la déroute à Valence 4-1, le PSG qui s'est imposé 1-0 contre Bruges et Lyon qui a battu Benfica. Bon, Ligue des Champions, c'est plutôt pas trop mal. Ouais, Lyon, merci Antonin. Et par contre, bon, ça va beaucoup moins bien en Ligue Europa avec Rennes qui a perdu un match qu'il devait gagner. C'est le 172e qui devait gagner en Coupe d'Europe, mais qu'ils ont perdu. Face à Cluj, 1-0 à l'extérieur. Et Saint-Etienne qui aussi a fait match nul, un match qu'il devait gagner, comme d'hab pour eux. 2-2 à Alexandria. Et donc, encore une fois, Rennes définitivement éliminé. Saint-Etienne, il me semble, un dernier espoir, mais il y a de grandes chances que ça passe pas. Ça va être très compliqué. Quand t'es pas capable de battre Alexandria, c'est possible, ouais. On garde espoir. C'est possible, mais on n'y croit pas. Tous les moyens ne sont pas au vert, mais on va tout faire. Tout ça pour dire, messieurs, donc c'est récurrent. Chaque année, on a toujours une équipe, on va dire, qui nous fait un petit exploit. On avait Marseille en finale, Rennes en 8ème. Mais quand même, si on prend la globalité, on a toujours 2-3 clubs en Ligue Europa. Et à chaque fois, si on prend la majorité, c'est une cata. En Ligue des Champions, bon, on a le PSG, mais derrière, Lyon a souvent été une cata. La Lille, c'est une cata. Comment vous expliquez ça, que le foot français, est-ce que c'est réellement qu'on n'a pas le niveau au niveau de la Ligue Europa? On va commencer par la Ligue Europa. Est-ce que c'est qu'on n'a pas le niveau? Est-ce que c'est qu'on n'est pas concerné? Antonin, tu penses à quoi toi? Alors premièrement, moi je pense pour les clubs qui sont qualifiés, notamment en Ligue Europa, je parle pas de la Ligue des Champions, notamment on va commencer Ligue sur Europa. la Ligue Europa. Sur la Ligue Europa, on entend beaucoup de coachs se plaindre du calendrier. Surchargé, effectivement. Et donc, pour moi, les coachs la jouent qu'à moitié, cette Ligue Europa. Enfin, ça a été le cas de Bordeaux il y a quelques années. Sochaux, ils y ont été une année, ils l'ont totalement boycotté, on va dire. Pourquoi? Parce que priorité sur le championnat.
Donc priorité sur le championnat pour avoir un bon classement. Mais ce qui est assez bien, parce que tu as un bon classement pour aller en Coupe d'Europe, et une fois que tu es en Coupe d'Europe, tu fais rien. Mais c'est justement ça, c'est souvent des équipes qui donnent tout justement pour jouer la Coupe d'Europe, ils y laissent des plumes. Exactement. Quand tu les vois les saisons d'après, elles n'ont pas forcément le niveau, ou même garder leurs bons joueurs qui sont partis dans des clubs un peu plus gros, pourquoi pas en Champions League. Et du coup, c'est vrai que tu as beaucoup de mal après à continuer dans la continuité du coup, et de faire de perfer en Ligue Europa et d'avoir de l'intérêt pour ça. Et tu préfères jouer le championnat pour te dire assurer une bonne place et au moins ne pas descendre, parce qu'on a vu beaucoup d'équipes qui ont joué de la Ligue Europa qui ont joué le maintien après. Donc je pense qu'il y a cette frayeur là aussi et que c'est pour ça qu'ils laissent des matchs de Ligue Europa un peu à l'oubli, je pense. Ouais, Adrien. Après, je suis tout à fait d'accord avec Anto, donc le fait du calendrier, c'est bien pour ça qu'ils vont supprimer justement, enfin mettre en suspens la Coupe de la Ligue l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est dommage. La Coupe de la Ligue BKT. Je suis vraiment dégoûté là. Là, c'est. Je suis pas bien. Après, le fait où je suis pas trop d'accord. Ça te rate pas mal de soirées quand même. Le fait où je suis pas trop d'accord, c'est t'as des clubs, enfin comme dit Anto, il la boycottent. C'est aussi pour l'aspect financier qui se qualifie en Europa League. C'est juste pour toucher des primes, pas forcément pour la jouer. Après, le souci. Je pense pas que ce soit un niveau du championnat français, parce que quand tu vois que t'as des équipes comme le Shakhtar il y a quelques années qui est capable de gagner la Ligue Europa, je vois pas pourquoi à Marseille, à Lyon, à Saint-Etienne ne serait pas capable de gagner. Parce que justement c'est moins bon. Et notamment parce que aussi c'est moins bon, tout simplement. Un club ukrainien qui est encore moins huppé que le Shakhtar, c'était le... Je peux même pas le prononcer. Le Dnipro, je peux même pas le prononcer. Petrovsk. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, qui a fait finale contre Séville. Il y a 5 ans, ils sont allés en finale. Après, moi je pense aussi qu'il y a un problème un peu plus profond dans le championnat français. Il faut savoir que dans les 5 grands championnats, les Français, on est le pays qui formons presque le plus de joueurs. On est dans le top 3 avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne. Joueurs jouables. Avec l'Allemagne et avec il me semble les Brésiliens aussi sont nombreux, sont bien représentés. Mais voilà, pour moi, les joueurs français partent trop vite du championnat français. Même Ousmane Dembélé, c'est même pas nos joueurs français. C'est même pas nos joueurs français, c'est nos talents français. Oui. Parce qu'à la limite, bon, qui sont français, malheureusement, il y en a. Mais tu te retrouves avec des mecs que t'aurais pas. Quand tu vois Ousmane Dembélé qui fait une saison à Rennes, par exemple, Kingsley Coman qui joue pas au PSG. Ça peut être n'importe qui. Raphaël Guerreiro à Lorient. Voilà, c'était. Après, tu peux pas dire trop vite quand tu vois maintenant ce qu'ils font. Après, justement, tu ouvres ce débat. Si tu regardes par exemple en Allemagne, quand t'as un très bon joueur qui perf à Schalke ou dans des clubs, on va dire un tout petit peu plus mineurs, généralement ils vont où ? Ils vont au Bayern, à Dortmund. En Angleterre, c'est un peu pareil. Les joueurs de Southampton, généralement ils vont à Liverpool, à Tottenham. Quand vous regardez en France, généralement les très bons joueurs, ils vont pas au PSG, Lyon, Marseille, ils vont en Europe. Et c'est aussi ça dépend lesquels. Si tu prends l'exemple de Kylian Mbappé. Alors Mbappé, c'est on va dire une exception, mais tu as Ousmane Dembélé, Raphaël Guerreiro, Kingsley Coman, ils sont un peu tous partis ailleurs. James Rodriguez, tu peux prendre même plus longtemps. Tu peux prendre Karim Benzema. Alors, tu peux prendre Benzema. Il était déjà dans le top club français à l'époque. Il était déjà avec Lyonnais qui était le top club français. C'est bien que tu notes ce point parce que le gros problème aussi en France, c'est la visibilité. C'est pas un championnat qui fait rêver. Quand tu dis justement le cas du Bayern ou de Dortmund, justement, c'est qu'en Allemagne, tu as une culture où ces deux clubs sont vraiment mis sur un piédestal. Voilà, c'est des clubs dans leur pays qui font rêver. Bon, après, en France, t'as l'OM, même s'ils sont un peu sur le déclin. Ça fait rêver, mais moins sportivement. Oui, voilà, mais parce que t'as une histoire derrière. C'est comme, un peu plus récemment, Lyon, PSG qui est en train de se construire, mais on n'a pas cette attractivité que d'autres championnats pourraient avoir en fait. En plus de ça, et je rejoins Adrien là-dessus, il n'y a pas des clubs historiques qui sont constants sportivement sur 40 ans. Par exemple, le Bayern Munich, ils ont toujours été bons, on va dire. Constants. Lyon, ils sont plus ou moins constants, mais pas constants, mais depuis 2000. Voilà, maintenant depuis 2010, ils sont moins constants. Ils auraient fallu qu'ils gardent leur niveau qu'ils avaient dans les années 2000. Donc après, le problème en France, c'est que tu as eu une ère Saint-Etienne, tu as eu l'ère Nantes, tu as eu l'ère Marseille, l'ère Bordeaux, tu as eu beaucoup d'aires. Tu as eu l'ère Lyon, Monaco, maintenant c'est PSG. Après, tu peux pas dire l'ère Bordeaux, l'ère Marseille, ils ont été champions une année, c'est pas vraiment une ère. Après, Marseille dans les années 90 les a bien enchaînés. Marseille a été champion. Justement, ça nous amène à. On parlait des années 2010. Oui. Mais ça nous amène à une autre question, c'est que si vous regardez les qualifiés chaque année en Ligue Europa, c'est rarement les mêmes. C'est-à-dire que Saint-Etienne, je me souviens plus depuis quand, mais ça doit faire 2-3 ans qu'ils étaient pas retournés en Ligue Europa. Bordeaux, on le voit, un coup ils y viennent et puis on les voit plus pendant 3 ans et puis ils y retournent. La Rennes enchaîne 2 années de suite, mais peut-être qu'on va plus les voir pendant 3 ans. Il y a aussi Lille, on les a vus, ils viennent en Ligue des Champions, ça faisait des années qu'ils n'étaient pas en Ligue des Champions. C'est aussi ce manque de continuité en Coupe d'Europe. Si vous regardez par exemple, je finis juste là-dessus, sur les Anglais par exemple, vous savez qu'il y avait un Big Six et c'est les 6 mêmes équipes quasiment chaque année, à une exception près tous les 5 ans on va dire, qui va en Ligue des Champions, Ligue Europa. En France, il y a des équipes qui sortent de nulle part chaque année quasiment. Parce que tu as eu des continuité. Parce que tu as eu des institutions,
parce que tu as des clubs qui sont formatés que pour ça. En France, c'est pas le cas. En France, comme on l'a dit, on est beaucoup axé dans la formation et les joueurs, ils ont qu'une envie, c'est de se barrer. Et donc, ça donne des clubs qui font une grosse saison et puis pendant 4 ans, ils brillent, ils se barrent et du coup le club n'est plus au niveau. Et justement, là, c'est le serpent qui se mange la queue, c'est un cercle vicieux parce que justement, le fait qu'on joue pas ces Coupes d'Europe, on va perdre en indice UEFA. Le fait qu'on perde en indice UEFA, on va perdre des places pour les Coupes d'Europe et les joueurs ils vont vouloir se barrer, ils vont aller dans notre championnat et donc du coup on va arriver avec deux représentants en Europe. Voilà quoi. Et puis pour revenir sur la Ligue Europa, ce qu'il faut savoir dans le championnat français, c'est que le vainqueur de la Coupe de France va en Ligue Europa. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue va en tour préliminaire de Ligue Europa. C'est pour ça. Strasbourg était en tour préliminaire, puis barrage, il a été éliminé contre Francfort et cette année n'a pas pu jouer les phases de groupe. Ouais. Mais c'est pour ça que, comme tu dis Mathis, il n'y a pas une certaine continuité. Par exemple, une année, on a eu Guingamp qui avait gagné la Coupe de France, qui a été en Ligue Europa et qui était en Ligue 2, ils s'en étaient pas trop sortis. Et qui était en Ligue 2. Oui, voilà, ils ont fait honneur, mais c'était un club. Voilà, c'était un club. Ils ont rien à faire là entre guillemets quand tu vois leur statut. Voilà, donc c'est pour ça que chaque année, si un coup c'est Strasbourg qui gagne la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, si une année ça peut être un autre club. Exemple Angers, je dis n'importe quoi. C'est pour ça que, comme tu dis, il n'y a pas une certaine continuité. Et effectivement, en Ligue Europa, c'est jamais les mêmes clubs qui sont qualifiés. Et justement, tu parlais de la Ligue Europa, t'en as parlé tout à l'heure, c'est cet enchaînement dont parlent tous les coachs français, puisque le fameux enchaînement, tu joues le jeudi soir et ensuite le dimanche après-midi, et visiblement, physiquement, c'est pas possible, c'est ce qu'expliquent tous les clubs français. Étonnamment, si on regarde le reste européen, les Anglais y arrivent sans trop de soucis. Alors vous allez me dire, ils ont des plus gros effectifs, mais finalement pas tellement. Si vous regardez Liverpool par exemple, qui est champion d'Europe, ils vont jusqu'au bout de la Ligue des Champions, plus deuxième de championnat. Ils ont quasiment le même 11 toute l'année, quoi. Ça tourne à 13-14, tu rajoutes 2-3 joueurs grand max. Mais pourquoi un Mo Salah ou un Sadio Mané réussissent à faire 50 matchs plus une canne derrière et les joueurs français arrivent pas, enfin les joueurs de Saint-Etienne ou de Rennes, ils sont chargés. T'as pas l'envie. D'une part, t'as pas l'envie. Ballon d'or, Sadio Mané aussi. Ils sont chargés. Antonin, tu vois Après, ça peut être un problème au sein du club. Donc je sais pas, peut-être qu'au niveau si on t'instaure une mentalité, du coup, même toi t'y crois plus tu crois pas qu'il peut enchaîner. Alors moi, on n'y est pas, donc on peut pas trop savoir comment ça se passe. Mais bizarrement, il y a beaucoup de joueurs français qui, une fois qu'ils ont quitté le championnat français, européen. Par exemple, je prends l'exemple de Blaise Matuidi qui est passé du PSG, qui était déjà un grand club quand il était, enfin une grande équipe quand il y était, il passe à la Juventus Turin et la première déclaration qu'il dit, c'est ça n'a rien à voir. Au niveau du travail, de l'intensité, ça n'a rien à voir avec le championnat de France. Et bon là, il y a que Blaise Matuidi qui me vient comme exemple, mais il me semble qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui ont eu ce discours et apparemment ça bossait plus. Alors peut-être pas pendant l'année. Après attention parce que la Juve est réputée quand même pour ça. L'Italie en général, parce que même les Anglais, ceux qui étaient dans le championnat anglais qui vont en Italie le disent aussi. Alors que pourtant le championnat anglais, bon, ils ont des résultats. Voilà, en tout cas pendant la préparation physique, à part les Italiens sont ça doit bosser beaucoup plus. Et puis au niveau du championnat anglais, hormis la préparation physique, c'est le rythme et l'intensité à chaque match. Donc les joueurs après ils sont habitués, et ils ont plus de rythme, ils ont la caisse, et ils peuvent enchaîner pour les matchs européens. Et justement, ça m'inspire une autre question là, c'est que si on regarde les clubs français, donc quand ils doivent jouer des matchs couperés, c'est-à-dire des matchs où c'est pas 38 journées de championnat, donc coupe. Les clubs français ont aucune régularité. Si vous prenez n'importe quel club français, ils peuvent se faire éliminer au premier tour. De n'importe lequel, Marseille-Lyon, ils ont aucune régularité. Si vous prenez les Coupes d'Europe, ils ont aussi aucune régularité. Est-ce que c'est finalement que les clubs français ont du mal sur ces matchs couperés, entre guillemets le one shot? Alors même s'il y a 6 matchs de poule, mais bon, ça reste quand même très restreint. Mais est-ce que ça vient de là aussi qu'il y a du mal sur le one shot et qu'ils ont plus de mal sur le long terme et qu'ils ont plus de réussite sur le long terme, Adrien? Tu penses que ça pourrait être une explication? Après, tout dépend parce que t'as en Europe, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, t'as une atmosphère qui n'est pas la même que ce soit en championnat ou en Coupe de France ou autre. Donc ça, t'as plus la pression aussi du résultat de te dire je dois absolument gagner ce match parce que sinon il n'y en a pas d'autres. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon après, on peut prendre le cas de Lyon qui va gagner en Europa League face au Benfica et qui va perdre à Marseille. En Ligue des Champions, pardon, et qui va perdre face à Marseille. Donc est-ce que aussi il n'y a pas un souci de régularité, que ce soit dans la semaine? Et puis même en Ligue des Champions,
en reprenant le cas de l'Olympique Lyonnais, ils vont gagner à l'Etihad Stadium 2-1 contre Manchester City pour derrière faire un match, faire un 2-2 contre le Shakhtar à domicile qui se sublimer sur un match et voilà, pas être... ils sont capables de se sublimer sur un match. C'est très français ça. Comme passer à travers. C'est très français voilà, de se dire et c'est pas c'est aléatoire. C'est ça et c'est même pas l'exemple que du foot, je pense t'as beaucoup de sports où justement c'est un mal très français dans le sens où les petites équipes tu vas dire ouais vas-y on y va tranquille, de toute façon c'est une petite équipe, on va les battre tranquille et tu perds, et quand tu arrives, quand tu es une grosse équipe là qu'il faut jouer sérieux, tu sors tes tripes et là tu te rends compte que ton groupe au final peut battre des grosses équipes, donc c'est là. Et je pense que c'est ce qui est arrivé à Rennes et Saint-Etienne en Ligue Europa, de se dire on joue Cluj et Alexandria, ça va le faire. Saint-Etienne pour le coup ils gagnaient 2-0, ils se font remonter 2-2, peut-être qu'ils ont un peu lâché le pied, peut-être qu'ils se sont dit c'est bon, on va se qualifier tranquille, on va gagner le match tranquille, et peut-être qu'au final ils se sont fait punir là-dessus. Alors parce que Rennes, ce qui est surprenant, c'est qu'à l'aller on dit bon ils ont pas eu de chance, ils ont pris un rouge, ils perdent un 0, bon ils ont pas de chance. Le problème c'est que 2 semaines plus tard tu les rejoues et tu repères. Donc à la limite un coup ça peut arriver, mais au bout d'un moment c'est plus grave. C'était vraiment ils avaient perdu 1-0 à la maison, ils perdent 1-0 là. C'était match nul autant pour moi. Ils ont perdu les deux. Même sur le deuxième match, ils ont, pour avoir vu le match, ils ont pas eu de chance parce qu'ils ont frappé sur la barre, il y a eu des actions litigieuses. Mais bon, à un moment donné, si à un moment donné, si à chaque fois il y a quelque chose qui va pas. Le problème, c'est que si ça t'arrive une fois, mais là, t'as l'impression que chaque année, t'as un club français, t'as l'impression que tu l'as mis la poisse, quoi. C'est-à-dire qu'il va tout faire, il va dominer, puis il va pas gagner, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment de la poisse ou est-ce qu'au bout d'un moment, c'est autre chose. Voilà. Et malheureusement, je crois que le PSG a le même problème, mais c'est plus février-mars. C'est plus février-mars où ils pêchent en général. Et malheureusement pour notre championnat, c'est que les 4 championnats qui sont au-dessus de nous, eux, ils ont pas la poisse. Eux, ils vont chercher des résultats. Donc, par exemple, que ça soit en Italie, si une année c'est pas Naples, et ben ça va être l'Inter qui va faire quelque chose. La Roma, on s'en souvient de demi-finale. Donc, d'ailleurs, on parle justement de cette 5ème place. Bon, il y a le Big Four devant, et c'est l'Italie ou l'Allemagne qui est juste devant, je sais plus. Je crois que c'est les Allemands. Les Allemands, non, il me semble que c'est l'Italie. Ça doit être l'Italie. Bon, enfin, l'un ou l'autre, ça joue de près, entre l'Allemagne et l'Italie. On parle souvent d'essayer de les rattraper, mais si on se pose 2 secondes, on n'a absolument aucune chance de les rattraper, non ? Alors, là, c'est encore un autre problème, c'est qu'ils ont encore modifié le règlement classement, pour avantager parce qu'ils ont 4 équipes et sécuriser les 4 plus gros championnats. Ça veut dire que voilà, ils ont 4 équipes qui sont directement qualifiées en Ligue des Champions, alors que nous on a seulement 2 plus 1 en fonction de qui gagne la Ligue Europa. Sinon, après, je suis pas sûr que si tu mets Saint-Etienne en Ligue des Champions, il nous rapporte beaucoup de points. Non, je suis d'accord avec toi, mais le fait qu'ils avantagent et qu'ils sécurisent déjà les championnats qui eux ont plus de facilité, et ben ça va faire en sorte de. Oui, mais après toi t'es avantagé par rapport au 6ème. Le 6ème qui a que 2. Oui, mais ça va faire en sorte de figer le classement. Oui, ça t'as raison. Nous, ça va être de plus en plus. Pour pouvoir passer devant l'Italie ou l'Allemagne, il va falloir que le PSG fasse. Des gros résultats pendant 5 ans. Et que ça soit suivi. Quand je parle de gros résultats, c'est des demi-finales fréquemment, voire une finale. Et il faudrait qu'un autre club français arrive en 8ème ou quart. Français, ce qui est possible, comme l'Olympique Lyonnais, qui fasse des quarts de finale régulièrement. Il faudrait déjà que Lyon. Ça va être compliqué. Parce que Lyon, on est habitué à ce qu'ils fassent 8ème de finale, mais au final, l'an dernier, tu me rappelleras, je sais pas si c'était à la stat, mais ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas là en 8ème, ça faisait 8 ou 9 ans. Ça faisait depuis 2012 et leur défaite à Nicosie, Donc, depuis 2012. Tu vois, ça faisait 7 ans, 6 ans, pardon. Ça faisait 6 ans. Là, 6 retourne cette année, c'est pas encore fait, c'est bien parti. Mais ce serait déjà bien de stabiliser un club en 8ème de finale de Ligue des Champions. Après, ils ont entre guillemets de la chance parce qu'ils tombent jamais avec des monstres en poule, on va dire. Si on était en chapeau 3, ils auraient pu tomber, je sais pas, sur Barça, Liverpool. On peut penser qu'à long terme, avec le projet qu'ils aient mis en place, ils vont réussir à stabiliser le club. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait plusieurs clubs français comme l'OGC Nice qui a été racheté par le groupe Ineos, qui arrive à investir, à se stabiliser. Et faire, il faudrait que par exemple des clubs comme l'OGC Nice accrochent au moins la Ligue Europa chaque année. C'est ça, qu'ils soient au moins en Coupe d'Europe, ou l'Olympique de Marseille, ou l'AS Saint-Etienne par exemple. Et sur ces belles paroles, Antonin, c'est la pause. C'est la pause musicale. Tom, qu'est-ce qu'on a? Ou Charlie? Charlie veut nous l'annoncer. Du coup, cette semaine, c'est le 8ème projet d'Al Capote qui est sorti. Et on écoute Aigle tout de suite. Allez, et on se retrouve dans un instant dans le Fréquence Sport 93.3 sur Radio Campus. On rattaque dans la deuxième partie du Fréquence Sport et on va commencer le Fréquence Quiz. Cédric, je te vois au taquet là, t'es chaud bouillant. On va attaquer la deuxième partie du Fréquence Quiz. La première, calme-toi, la première. La première partie. Ça sera moi la deuxième, t'inquiète pas. Mathis, c'est sûr qu'il est déjà dans son match. Je suis dans mon match, les gars. Et cette fois, des citations actuelles, d'actualité, messieurs. Du week-end. Il fallait réviser ? Fallait réviser, j'espère que t'as révisé parce qu'Antonin, je mise tout sur toi. Qui nous a dit ce week-end, j'en ai marre des pleureuses? Eric Dimeco. Non. Ah non? Non, ils le disent tous les week-ends, ça, donc c'est pas Ah non, c'était les J'en ai marre des pleureuses, il y en a un qui nous l'a dit ce week-end. Ils ont qu'à aller faire. Non, c'est pas en France. C'est pas en France. Ce n'est pas en France.
Klopp. Non, c'est pas loin. Ça concerne le match de Jürgen Klopp. Oui, ça concerne. Guardiola. Non, un autre très grand entraîneur. Sarri Il n'était pas sur le terrain. Emery. Pochettino. Non, un très grand entraîneur, me dites pas. Mourinho. Oui. José Mourinho. Mourinho, pour toi, c'est un grand entraîneur. Excusez-moi, Bref, on aura le débat. Excusez-moi, monsieur de de Ligue des Champions. 2004 avec Porto. Et Oui, d'accord. Si vous Alors, si vous juste voulez voir pour- des équipes et vous emmerder devant, c'est votre Juste problème. pour recontextualiser, donc Mourinho dit ça. Donc il y a eu le match Liverpool-City, victoire 3-1 de Liverpool. Guardiola a pas arrêté de se plaindre de l'arbitrage après le match. Et Mourinho l'a traité de pleureuse en disant qu'il fallait arrêter tout simplement parce que Liverpool était au-dessus. Et je place un petit coup de gueule tout simplement parce que Guardiola me saoule. Tout simplement, à chaque fois, faut qu'il râle après les arbitres. Alors si on rappelle juste, il râle à la 6ème minute tout simplement parce que il y a une main de Trent Alexander-Arnold dans la surface de Liverpool sur le contre. Liverpool marque. Faut juste dire qu'en fait, si Arnold touche le ballon de la main, c'est juste parce que Bernardo Silva lui envoie de la main. Donc c'est-à-dire que la première main, elle est de City. Donc comment tu oses râler après ça? Deuxième chose, j'ai quand même vu sur les réseaux, etc., que des supporters de City râlaient parce que le deuxième but de Liverpool était hors jeu. Tu vois à la vidéo que le mec est 50 cm pas hors jeu. Donc ça serait bien les Citizens et puis les supporters d'United aussi, parce que je les mets dans le même sac, parce que vu qu'ils peuvent pas blairer Liverpool, ils sont aussi pour ça. Ils sont contre Liverpool, tu les mets dans le Non, sac. mais c'est pas ça, mais au bout d'un moment, tu attaques à la limite. Si jamais il y a vraiment quelque chose, bah, pas de soucis, t'attaques et puis bah, l'arbitre s'est planté. Mais à un moment donné, quand t'attaques sur une main alors que c'est ton joueur qui fait la première, ou t'attaques sur un hors-jeu alors que le mec il est 1 mètre par hors-jeu, faut arrêter de déconner. Et justement, Antonin, je crois que toi t'avais un petit coup de gueule sur Olas. Non, c'est pas Antonin, c'est Adrien. Non, pardon. c'est Ouais, Adrien, excuse-moi. moi. Jamais j'aurais une coup de gueule sur. Attends, Ouais. mais t'es pas dans le Frequence Quiz là, je sais plus rien. Moi. Non, mais justement, on place un coup de gueule. Non, C'est la nouveauté du Fréquence Quiz. On place Ok, un coup de gueule ok, en plein ok. milieu, Non, mais c'est un Adrien. concept. C'est pas, c'est un concept. vraiment en tant que Stéphanois que je vais dire ça, hein, Mais quand même. Non, même pas. C'est que Olas, il commence à me sortir vraiment par les yeux. C'est le seul, enfin, un des seuls qui ouvre sa gueule, que ce soit sur Twitter ou même tous les week-ends, à se plaindre de l'arbitrage. Ouais. C'est pas en rajoutant de la pression sur les arbitres, franchement, que ça va améliorer la situation. Et justement, il n'est même pas arrivé à. J'aime ni Marseille ni Lyon, hein, Ouais, mais tu t'en fichais du match. Quoi, ouais, voilà, après, dire on arrive au terre hostile, ça va être la guerre. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter. Je veux bien qu'il y ait une ambiance de match, mais déjà dénigrer le match, je préfère cette ambiance-là plutôt que quand tu vas dans une équipe où il y a zéro ambiance. Ouais, voilà. Enfin, l'ambiance du Vélodrome, pour ceux qui l'ont vu, alors oui, il y a eu quelques débordements. Bon, le caissage de bus, ça, c'est Oui, à éviter. ouais, évidemment. Mais je veux dire, tout le reste, c'était magnifique. Ouais, C'est voilà. à éviter, non, c'est à ne pas faire. Mais, Bah, éviter, oui. à ne pas Ouais. faire, à condamner, tout ce que tu veux. Mais non, mais sois plus fort, Mathis. Mais vraiment, Plus fort, vas-y. ce qui m'énerve, c'est. Il pense, enfin, de mon point de vue, il pense tout le temps avoir raison, avoir Ouais. toujours le dernier mot. Après, pour citer un exemple, c'est il y a 2-3 ans, il s'était fait remballer par Roustan en direct sur l'équipe, ça n'avait pas plu, il avait raccroché. C'est pas une attitude de président, je trouve. Ce que j'aime, c'est qu'en descendant du niveau, s'il nous a sorti, il nous a dit on va pas jouer le match. Ouais, Bon, ouais. voilà, il l'a joué quand même. hein. Olas fait du Olas et ça fait 32 ans qu'il le fait. Et tu l'aimes. Et enfin. Après, les gars, c'est pas un débat. hein. Ouais, bah, Je te vois partir en tour. il peut être aimé ou détesté, mais il fait C'est vivre, ça qui fait le il fait personnage. vivre la Ligue 1. Et je rappelle que tu l'aimes. Deuxième citation, toujours dans l'actualité. C'était le destin, c'était juste incroyable que ça se passe de cette manière. Au bout du suspense, c'est juste une magnifique histoire. Qui a gagné de manière incroyable ce week-end, les gars? La Fed Cup. Garcia. Oui, il est bon, c'est l'autre. Ouais. C'est l'autre. Oui, Garcia, l'entraîneur, le Garcia. capitaine, c'est capitaine Bento, de la Fed Bento. Cup. Tu me l'as dit, non? Julien Bento. Juste avant. Julien Beneteau. Mladenovic, Garcia Mladenovic. Il est Mladenovic. bon, Antonin Védrine. Donc si vous avez suivi ce Faut week-end, que j'arrête de donner les réponses à chaque fois, moi. c'est ça, tu donnes des indices, Sad. Non mais donc pour ceux qui n'ont pas suivi, donc la France a remporté la Fed Cup, ce qui est un petit exploit, donc c'était en Australie à Perth. Merci. Où on a battu la numéro 1 mondiale Ashley Barty. Bon, pourtant elle avait mis 0 et 0 à Garcia la veille. Mladenovic avait égalisé un partout. Et donc le matin, le dimanche matin, si vous êtes levé à 4h du mat parce que vous êtes des bons, eh bien Mladenovic en 3-7 et 7-6 au 3ème a battu la numéro 1 mondiale. 2-1 pour la France. Bon, derrière on a perdu l'autre simple 2-2. Et on a gagné grâce à notre super paire de double Garcia Mladenovic, n'est-ce pas, Cédric? Parfaitement. Victoire 3-2 et donc 3ème Fed Cup de l'histoire de la France après 97 et 2003. On est chaud patate. Nouvelle question. Et là, cette fois, on revient sur du classique. On revient sur de la question histoire. Non, pas du tout. Vous connaissez tous l'expression le hat-trick, messieurs, qui veut dire en français, Adrien? Coup du chapeau. Le coup du chapeau. Ça vient d'où cette expression? Là, je les ai séchés. Hein, Ça vient d'Angleterre, non? Ça vient d'un Alors, à la joueur. limite, oui. Ça vient d'un joueur en particulier? Ouais, ça vient d'un genre. Mais par Et contre, essayez de me trouver le sport, tiens, d'ailleurs. C'est un sport, c'est pas un sport populaire en France. Le cricket. Ok, il est chaud. Ouais, Ok, il est ouais, chaud, le Lyon. cricket, j'allais dire ça. Ok, alors pourquoi coup Bah, du le coup chapeau? du Ah, chapeau, attends, parce c'est que- pas la bonne Le réponse. coup du chapeau parce que du coup, Parce je que suppose- celui qui était le meilleur homme du match, non, avait une récompense, c'était un chapeau. Non, enfin, c'est une récompense, mais bah, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire avec un chapeau? bah, le mettre sur la tête.
Oh, il est bon. Non, mais pas ça. Ah, la on peut quête. ramasser les pièces du coup. On a une quête pour ramasser de l'argent. Quête. Bien, Adrien. Alors, ce que j'aime, c'est que Cédric, à chaque fois, il a 2 doigts de donner la bonne réponse. Il va péter un câble. Il va péter un câble. Franchement, pour service rendu, je mérite un point. Écoute, je te donne un demi-point. Tu m'en refais une comme ça, t'as un point. Et le point du cricket. Donc en fait, ça vient donc en 1858 en Angleterre. Donc alors Eastfield Harman Stephenson, si vous voulez. Donc en cricket, a éliminé 3 batteurs à la suite. Donc il en a fait 3 de suite. Et pour saluer l'exploit, une quête a été organisée en tribune. Et donc on a pris un chapeau. Tout le monde a mis de l'argent dedans. Et à la fin, on lui a donné le chapeau. Donc ça a donné le coup du chapeau. Et donc à chaque fois, quand on met 3 buts de suite dans n'importe quel sport. Pourquoi ça a été transposé au foot? Bah en fait, ça a été transposé dans tous les sports. Ah d'accord. C'est-à-dire, je sais pas, Cédric, c'est au rugby quand un mec met 3 essais, bon ça arrive. On dit hat-trick, ouais. On dit hat-trick. Tu vois. C'est moins triplé, hein, mais. Oui. Maintenant, une question pour celui qui est dans l'ombre. Charlie, elle est pour toi cette question. Si je vous dis au basket qu'un joueur abat le ballon dans le cercle dans un mouvement descendant, c'est un dunk. Ok. Ça veut dire pourquoi on appelle ça un dunk, Adrien? C'est ça ma question. Est-ce que le mec qui l'a fait s'appellerait pas le dunk? Non. Ça s'appelait Jérémy Dunk. Non, je déconne. Charlie. Jérémy Dunk. Jérémy Dunk, c'est le meilleur blast. Jean-Jacques Onomatopée, non? Au début, c'était pas dunk, c'était slam dunk, mais après. Alors Adrien a trouvé une partie de la réponse, c'était onomatopée. Justement du. Alors du bruit. Ça, c'est une partie de la réponse et c'est ce qui pourrait expliquer que ça est resté dans le temps, mais ça a une autre origine. C'est pas par rapport à une C'est pas une déformation d'un mot qui existait déjà, du coup? C'est un mot qui existe. Ok. Alors si on a des bilingues, vous saurez peut-être ce que veut dire dunk en anglais. Alors il y a des grandes chances que ça vous aide pas parce que ça veut pas dire un truc hyper. Dunking Non, je sais pas. Non. Antonin, je te sens chaud sur cette question. Alors là, je suis perdu, mais j'ai déjà mes points. T'as déjà tes points, t'as 2 points en rappel. On fait le travail. Adrien, ça va être compliqué là. Ça va être donc compliqué. Jason est parti faire des études de journalisme. Ouais. Et donc c'est un dunk. Non, Jason, tu es un dunk. Non, c'est un qui a décrit ça. C'est un journaliste. C'est un journaliste. Alors, bon, je vais donner un point à Adrien et Cédric. Bon, on va dire. Je vais vous ressortir l'histoire de manière un peu plus claire. Et Noël, c'est le 25 décembre. Voilà. Type mentalité, Jean-Michel Aulas. C'est Antonin Verdine. Donc le 9 mars 1936, il y a un tournoi à New York pour désigner les représentants des États-Unis au JO de Berlin. Donc Joe Fortenberry a réalisé donc ce geste qui sera commenté dans le New York Times comme tremper le ballon comme une pâtisserie dans un café. Le terme tremper en anglais, c'est écrit dunk ce jour-là, et donc le dunk est resté. Alors aussi, tu l'as dit tout à l'heure, Adrien, parce que l'onomatopée, on va dire du bruit que fait le ballon quand il rentre, pourrait. Alors le dunk, je sais pas si. À vous de le tenter chez vous. Dunk. Eh bien oui. Eh bien oui, Charlie. Tu vois, tu apprends tous les jours ici. Maintenant, on va toujours continuer à parler basket. Charlie, je t'attends. Quelle ironie du sort est arrivée à Elgin Baylor. Donc c'est un basketteur, je vous ai un peu induit. C'est Elgin Baylor. C'était pas un rookie. Il a été drafté. Alors potentiellement, il a changé d'équipe. Mais c'est pas ça qui a fait. Alors il était dans une équipe, il a changé d'équipe et cette équipe est devenue championne. Alors t'es pas loin. Ce que j'aime, c'est que il a été champion sans il a pas changé d'équipe. T'as quasiment tout bon, il a pas changé. Blessé. Il a été champion sans même jouer une minute. Non, il s'est pas blessé, Cédric. Il s'est pas blessé, il a pas changé d'équipe. Il reste quoi? Remplaçant. Non, il reste quoi? Vous êtes vieux, vous allez. Voilà, Cédric. Alors. Enfin, j'ai marqué un point. Enfin, il a un point. Donc, en fait, ce qui lui est arrivé, donc il joue aux Lakers de Minneapolis pendant 13 saisons. Il a gagné aucun titre. Les Lakers de Minneapolis. Ça remonte, c'est les années 60. Écoute, je t'ai pas dit que ça datait de la semaine dernière. Donc, il a gagné aucun titre. Il a pourtant fait 8 finales NBA. Tu vois, donc le mec a pas de réussite. Et il a pris sa retraite la saison 71-72. Et bien sûr, les Lakers de Minneapolis sont devenus champions. Donc ça c'est un champion, gars, hein, c'est un génie. C'était la bête noire. Et maintenant on va parler football et musique. La chanson Seven Nation Army, vous devez sûrement tous la connaître. Tom, tu peux nous la mettre? On se la met. Ah c'est pas ça. Seven Nation Army, non c'est pas ça. Ça arrive. Vous connaissez tous ces petites notes là, exceptionnelles. Là, ils sont tous. Donc cette chanson doit énormément de sa popularité au football, pourquoi? L'équipe de France. Non. Au début, j'étais tellement affirmatif, je suis le mec. Non, oui, parce que c'était l'hymne de l'Euro, mais. C'est une équipe en Angleterre. C'est pas en Angleterre. Non, c'est un voisin, mais c'est pas l'Angleterre. En Écosse? Non, un voisin de la France. Allemagne? Non. Italie? Non. Espagne? Non. Belgique? Suisse? Oui. Belgique. Alors, il y a un club belge. J'en ai marre, là, je vais encore pas trouver, ça va m'énerver. Il a bon, mais jamais la. Il nous mène sur la piste. Franchement. Il fait les passes D, les caviars. C'est ça. Alors, c'est Bruges. Alors, qu'a fait. Alors, quel est le lien entre Seven Nation Army et le FC Bruges? Messieurs, c'est que du coup, c'est une musique. C'est un slogan de leur club qui a été repris pour les paroles. Ce que j'aime, c'est que t'es pas loin à chaque fois. Je suis peiné pour toi. C'est devenu la devise du club. Non. Alors,
Ils C'est sont qu'à la base, en fait, le club de Bruges était constitué de mecs qui étaient dans l'armée. Non, et c'est que le groupe de qui chante la chanson, c'est des anciens joueurs de Bruges. non, c'est bon. Alors, ce titre a été rendu populaire lors d'un déplacement de Bruges au Milan AC. Donc, qu'ont fait les supporters de Bruges? Mais ils l'ont repris, ils l'ont chanté. Ils se sont déplacés en 7 bus, en 7 cars. Ça part en cacahuète. Adrien, t'étais pas loin. Bah, ils l'ont repris, ils ont fait le chant du club. Ils l'ont chanté dans le stade. Alors, ils l'ont entendu dans un bar. Ils ont tellement aimé la chanson qu'ils l'ont chanté dans le stade à la suite du match. Et ça a été repris dans différents stades dans le monde. Et ça a popularisé la musique. Comment ça, c'est tout, monsieur Oh là Bernard là. Non, je trouve Point ça pour bon. Adrien Salle. Voilà. C'était le VG Dream mérité, de l'époque. C'était le VG Dream de l'époque. C'est Ouais. ça, exactement. Bon, après, lui, c'était pas sur une équipe spécifique Seven Nation Army. C'est même pas du tout sur du foot. Et on va passer à la dernière question. On embrasse Lucas Boyer pour cette question parce que c'est du football américain. J'espère que vous êtes chaud sur du foot américain. Ah oui, on est là, oui. Ouais. On est là. Alors, pensez américain avant football. Je vous donne juste ce conseil. Il y a beaucoup de grands stades en foot américain. Il y en a plus de 20 qui dépassent 80 000 places. Sauf que les 15 plus grands stades de foot américain, ils ont une particularité. Ils sont tous dans la même ville. Couvert. Ils sont couverts. Non. Non, Enfin, je sais c'est pas. Non, ils ont des places debout. Ils ont pas des places debout. Ils sont Enfin, tous dans la même ville? Non. Ça aurait T'imagines 15 stades de 80 000 Bah, places. c'est vrai. Ils sont les Dans le Américains, même état. Dans le Ils même sont, état. Non. ils sont omnisports, non? Non. Peut-être, mais Bah, c'est ça, pas. ils Enfin, doivent accueillir des événements, oui, mais. Oui. Ils sont tous. Alors, je vous ai dit, pensez États-Unis. C'est un truc qu'il n'y aurait pas en France, par exemple. Ils sont tous climatisés. J'ai pas dit Qatar. Oui, bah écoute. Il y a tous, sur toutes les places, il y a un drapeau des États-Unis. Non. Alors, pensez à un truc qui est hyper populaire aux États-Unis. La cam qui te Ils filme, portent non tous un nom de pub, Non. enfin du naming. Charlie, je t'attends là-dessus, là. Un truc qui est populaire aux États-Unis, un la truc bouffe. Non. Ils ont tous des noms de bouffe. Non, c'est à Le McDonald's Stadium. C'est ça. La Kiss Cam. Le KFC Stadium. Vas-y. Je sais pas, c'est grand quoi. Oui, c'est grand. C'est grand, je te confirme, c'est les 15 plus grands. Ils dépassent tous combien, tu m'as dit? Ils sont tous au-dessus de 80 000. Tous au-dessus. Donc Ah, là, c'est les 15 je plus vous rappelle grands si stades du vous monde, arrivez, c'est les 15 plus grands stades de foot américains qui ont tous un point commun. Oui, tu m'as dit Adrien. C'est les 15, non, j'allais dire les 15 plus grands du monde. Mais non. Non, alors c'est Ils dans la ont façon tous le même- d'accueillir. Ils ont C'est le même jardinier, j'allais dire. mais- Ah, bah c'est l'hymne. ce qu'ils accueillent. C'est ce qu'ils accueillent qui est Bah, c'est que particulier. du football américain. Dans tous Oui, les cas. oui. Mais donc, ils accueillent quoi? Des supporters. Et des Les concerts. matchs, Ils accueillent quel genre d'équipe? Des équipes américaines. Oui, Non, mais mais là- souvenez-vous, un truc spécifique aux États-Unis qu'il n'y aurait pas en France. Des équipes. Antonin, tu ressors d'un entraînement de quoi là? De foot. De De foot quoi? De foot quoi? De centre, Universitaire. Voilà, quand même, on y universitaire. arrive. Ce sont tous des stades d'équipes universitaires. Il n'y a pas un seul Ah ouais. stade d'équipe professionnelle. Il fallait aller le chercher. Fallait aller le chercher, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est spécifique aux États-Unis. Là, tu nous as pris pour des bons, quoi. Pour des bons. Eh, on n'arrive Écoute, pas. Bon, on m'a dit Cédric Bernard, je suis. Écoute, j'élève le niveau. Non, mais j'ai pas j'élève trouvé une le- seule question. Qu'est-ce que tu veux que. Je t'ai quand même donné un point pour ton mérite, mais. Ah non, mais au mérite. De toute façon, je vais le redistribuer le point donc. C'est vrai Ah que oui, la c'est NCAA aux États-Unis, c'est très connu. C'est ça, donc, c'est ouais. énorme. Et donc, les 15 plus gros stades américains sont tous des stades de football américain universitaire. Mais On fait. Oui, les équipes de NFL jouent bien dans ces stades aussi, non? pas dans ceux-là. Non. Pas dans Elles jouent ceux-là. dans des stades plus petits. C'est Plus fou. petit. Bah, c'est que la saison universitaire est beaucoup plus restreinte, donc en gros c'est des beaucoup plus gros événements où tu as beaucoup moins de matchs et tu as tous les tags. je trouve ça fou. Ouais, et en fait, Et c'est les seuls en fait où t'as quasiment une équipe par état, donc en gros t'as tous les tags On qui va se en est déplacer bien pour loin le avec le campus des CESO. campus des CESO, ouais, on l'embrasse, il y a 400 places. On l'embrasse, On le l'embrasse. campus, s'il nous écoute. S'il nous écoute. Radio Donc- Campus. Donc il y a avant le quiz tout à l'heure de Cédric. Pour le moment, le bilan c'est Antonin, leader, avec 3 bonnes réponses, à égalité avec Monsieur Adrien Salle. 3 bonnes réponses, peut-être qu'il va enfin gagner le quiz. Et Cédric en a une, parce qu'on est sympa avec lui, parce que bon. hein. J'en ai trouvé une quand même, j'en ai trouvé On a une. trouvé une. C'est pas mal. Mais Et on bon, va tout de suite. Moi, Oui, je suis plus en mode Iniesta, passe décisive. Et... non, mais Après, vous C'est beau, finissez. c'est beau. c'est la beauté du geste. Et on va tout de suite passer à la chronique NBA de Mr. Charlie. Ouais. Vas-y. Alors, bah, du coup, comme vous Sur savez Tipeee, peut-être, Tony Parker a vu la nuit dernière son maillot retiré. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un maillot retiré en NBA C'est lorsque la franchise décide d'élever le maillot d'un joueur qui a marqué son histoire. Ouais. Donc, les maillots sont en haut de la salle et ils bougent pas. Et en plus, plus personne dans la franchise ne pourra porter le même numéro que le joueur. Donc, C'était le plus 9 pour personne ne pourra porter le numéro 9 de Tony Parker. C'est le plus grand hommage que puisse faire une franchise à un joueur. Mm. Et c'est en quelque sorte un remerciement pour sa carrière. Ouais. C'est la première fois dans l'histoire qu'un Français se voit retirer son maillot. Pour vous dire un peu l'impact de Tony Parker. Ouais. 17 ans il est resté, c'est ça 17 ans aux Spurs, une saison Mm. mitigée avec les Charlotte Hornets.
Mais voilà, l'impact que Tony Parker a eu sur le basket, non seulement français mais également américain, il est incroyable. Pour revenir un peu sur le palmarès du joueur, c'est 1 titre de champion d'Europe avec la France. C'est 4 titres de champion NBA, dont un MVP des finales. Alors que les Spurs n'en avaient jamais gagné en plus. Si, ils avaient gagné un titre avec Tim Duncan et David Juste Robinson. avant alors. Juste avant qu'il arrive en NBA. 6 fois All-Star, 4 fois All-NBA Team, donc ça veut dire qu'il fait partie des 5 meilleurs. Donc c'était en gros le meilleur meneur de la saison. C'est le Cédric Bernard de la saison. Exactement. Tony Parker, c'est 1198 matchs, 18 943 points et surtout 6829 passes décisives, meilleur passeur de l'histoire des Spurs. Beaucoup d'émotions lors de cette cérémonie. J'adore ce joueur. Beaucoup d'émotions lors de cette cérémonie, comme toujours à San Antonio. Quand on sait le passif de tous les joueurs, on pense notamment à Tim Duncan et Manu Ginobili. Oui, il a fait toute sa carrière avec eux. Ce Big Free qui a régné sur la NBA pendant plus d'une décennie. Prochaine étape pour lui, le Hall of Fame, bien sûr. En gros, le Hollywood Boulevard de la NBA. Et on lui souhaite que du bonheur avec son équipe Lasvel, qui est propriétaire chez des masculins et des féminins. Et voilà quoi, on attend le Hall of Fame. Et puis merci beaucoup Tony pour ta carrière. Et très bel hommage. Et avant de passer au coup de projecteur, on a un nouveau jingle, les gars. On a un jingle, Tom, vas-y. Un nouveau jingle. Attention. Coup de projecteur. Attention. Coup de projecteur, monsieur. C'était le jingle le plus réussi de l'année. C'est mon préféré. C'est le préféré d'Antonin Védrine, c'est vous dire s'il est bon. On les paye combien ces jingles? On donne pas le prix du jingle. Donc Adrien, tu avais un coup de projecteur sur la VAR. Ouais, sur la VAR, un petit coup de gueule. Alors à savoir que au début de la VAR, j'étais totalement pour. Franchement, quand je voyais Platini être contre et tous les autres, franchement, pour moi c'était absurde. Pour moi, la VAR, justement, ça allait révolutionner le foot, ça allait corriger les injustices, les erreurs. Et plus le temps passe, plus je remarque qu'en fait, les gens comme Platini, ça avaient raison, parce que c'est en train de totalement tuer le foot. Quand on voit qu'on est en train de mesurer des hors-jeux au millimètre près, au poil de cul, quoi, pour me passer l'expression, franchement, je trouve ça horrible. Franchement, il vaudrait mieux utiliser la VAR pour des simulations, des choses... peut-être des erreurs comme ça, mais pas sur des faits de jeu vraiment infimes comme ça. Je trouve ça totalement ridicule. Je suis d'accord avec toi quand tu les vois dans le camion en train d'essayer de mesurer là, avec l'outil, je sais plus lequel. Non, puis on n'y comprend rien, cette VAR. Une fois elle est allumée, une fois elle est pas allumée, une fois ils l'ont pas branchée, elle est pas de batterie. Comme pour revenir sur Marseille-Lyon, là on a appris qu'aujourd'hui, finalement le penalty ne devait pas avoir lieu sur Payet. Oui, parce qu'il Garé bien le président de la Ligue. Je trouve ça ignoble. Concernant l'utilisation de la VAR, ils ont des problèmes quand il y a des fumigènes en fait. Donc elle dysfonctionne. Donc elle est pas tout le temps utilisable et apparemment il y a eu quelques problèmes pour ça c'est excuse oui, c'est ils ont pas envie de se fouler quoi, parce que pour voir le nombre de caméras qu'il y a sur un stade, elle ne va pas dans la fumée, c'est ça je sais pas. C'est des caméras thermiques. Par contre oui, Adri, je rejoins 100% ton avis sur le hors-jeu. S'il est à 2 mm, on est d'accord qu'on laisse l'avantage à l'attaque. Voilà, ça met 5 minutes pour le mesurer. Et au final, le temps perdu par la VAR, le rythme est cassé dans le match, et le temps perdu est pas tout le temps récupéré. En tout cas, surtout en première mi-temps. Voilà, en tout cas pas assez. Et c'était le cas pour OMOL entre la claque, la potentielle claque de Benedetto sur Dubois. Ils ont perdu un temps fou. Ça c'était hallucinant. Si vous avez suivi, donc il y avait pénalty pour Marseille, on a quasiment attendu 10 minutes que Payet tire le péno parce qu'il y a eu un incident. Ils ont perdu un temps fou et il ne s'est absolument rien passé. Et bravo à Payet de l'avoir mis. Ils n'ont pas sur les 6 minutes qui se sont écoulées, ils en ont rattrapé que 4 par rapport à ça. Enfin voilà, ça a perdu. Charlie. Après je pense que la VAR, en tout cas dans le football, elle n'est pas assez mise en place et c'est pas assez technologique. Il y a un côté, ça prend du temps, ça met 10 minutes. Après, le côté amateur, tu veux dire, un peu côté amateur, et même si ça peut prendre du temps par rapport au match et tout, alors je suis d'accord que ça peut casser un peu le rythme du jeu. Mais moi je suis plutôt pour, en tout cas, je parle de basket parce que forcément c'est mon sport, mais au basket en NBA ça marche plutôt bien. Mais justement, t'as pas autant d'arrêts. Si au basket justement le chrono s'arrête souvent et après ils sont plus habitués. Après c'est beaucoup plus technologique, il y a un centre de visionnage et ça va tout de suite, c'est rapide. Pour une faute par exemple ça va prendre 1 minute d'arrêt de jeu, ça va prendre un temps mort pour les deux équipes. Après je sais que c'est pas forcément le même sport, mais je pense que l'aspect technologique est à prendre en compte aussi au niveau du foot pour que ça soit vraiment
limite à la seconde près, quoi. Qu'on n'ait pas, que l'arbitre n'ait pas à se demander pendant 5 minutes ce qu'il a à faire. Voilà. Oui, mais tu le disais Anto, à la limite le problème il est pas technologique, il est juste humain parce que c'est utilisé par des blaireaux, on a presque envie de dire. Parce que le gros problème c'est que si tu veux juger un hors-jeu, s'il est hors-jeu d'un mètre, oui tu l'annules. C'est vrai que tu vas pas aller mesurer avec des outils hyper développés, juste voir s'il est 1 ou 2 cm ou pas. Pareil, il y a plein de cas où tu vas pas revenir, par exemple sur certaines mains tu vas pas revenir parce que le jeu a pas été arrêté, donc tu continues de jouer, donc tu reviens pas, ce qui est bizarre. On pourrait très bien appeler l'arbitre et lui dire il y a eu une main dans la surface, 30 secondes après, bah oui, même si c'est en train de jouer, il y avait main. Adrien, tu mais comme disait Peter Crouch, c'est... Oui. Il a dit être heureux, il s'estimait heureux d'avoir joué à la bonne époque parce qu'il disait j'aurais eu la vidéo avec mes grands bras, j'aurais tout le temps été hors jeu, donc c'est quand même assez troublant. C'est compliqué.